en composant le 613-521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez passé un très bon long week-end de Thanksgiving. J'espère que vous avez passé des bons moments en famille. Je cherchais le mot en français, excusez-moi. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de beaucoup de choses. On va parler avec Éric Barrette, animateur culturel au CEPO. On va aussi s'intéresser à une exposition très intéressante présentée par le musée de l'histoire qui va sûrement réveiller des souvenirs d'enfance en vous, surtout pour les personnes adultes. Et tout de suite, pour commencer, on parle de relations publiques et communication avec notre experte, Marie-Chantal Baguia, qui devient officiellement une chroniqueuse sur l'émission Entre nous. Fait qu'on est à ta première chronique. Bienvenue dans la famille Entre nous. Merci. Et puis tout de suite en allant, j'aimerais ça te demander, relations publiques et communication, à quel point c'est important et pour une entreprise et pour une personne, je vais dire qui est entrepreneur, une personne entrepreneur. OK, c'est vraiment important là, les communications parce que c'est la base. Vous savez, toute société est faite de communication. On ne peut pas s'en passer. Donc, encore plus pour les organisations. C'est important de savoir avec qui on communique, comment est-ce qu'on communique et de quelle façon on voudrait communiquer pour atteindre nos objectifs. Donc, autant c'est important pour l'entrepreneur que l'organisme sans but lucratif ou même aussi pour les familles parce que, on communique chaque jour. Définitivement. Et puis, quand tu parles de la façon, je pense que si on va dans ton volet des organismes, chaque organisme a une mission particulière et a une vision particulière. Je me dis, la manière dont tu vas accompagner un organisme tant qui veut dire qui se développe dans la santé, ça ne sera pas pareil comme celui qui se développe dans l'éducation. Tout à fait. Parce que tout va dépendre d'abord des objectifs et aussi de la clientèle qu'on veut atteindre. Donc, c'est en fonction de ça qu'on va déterminer les actions de communication à mettre en place, les messages, pour pouvoir réussir, en fait, à pouvoir soit faire changer un comportement, si on est, par exemple, dans le domaine de la santé, parce qu'on a besoin que les gens passent à une autre étape, comment on appelle ce qui pose des actions dans la société. Donc, fait que dépendamment en fait des causes, des besoins, on s'ajuste. C'est pourquoi justement les relations publiques aident à pouvoir aller travailler cette image-là de l'organisation. Parce qu'une image, là, je pense que ça parle un peu plus en 2022 à notre ère, la qu'autre chose. T'as pas une bonne image, je pense pas que j'irai travailler avec toi là. Tout à fait. Tout à fait. Si on revient un peu aux différents organismes que tu accompagnes, peut-être pour les gens, on a dit pourquoi c'est important d'avoir un bon système de communication et relations publiques. Ils vont se dire, OK, on a déjà entendu ça. Mais qu'est-ce qui peut arriver de pire, je mets ça en griffe, si on n'a vraiment pas cette bonne communication-là? Déjà, si on n'a pas cette bonne communication, on risque de manquer de crédibilité au vu des personnes qui nous suivent. Crédibilité, j'aime ça. Non seulement ça, mais aussi, si on n'a pas une bonne communication, on risque d'être très dispersé et les gens auront du mal à nous suivre. Parce que quand on est dispersé, les gens, en bout de ligne, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on veut les emmener. Et du coup, ils sont comme perdus et puis ils ne sont même pas capables de nous emmener dans un cadre pour pouvoir comme même nous référer ou même profiter aussi de nos services. Donc, c'est important de pouvoir cadrer tout cela dans une bonne communication. Je me demande comment toi, tu es arrivée là, parce que en fait, Marie-Chantal, je t'ai connue dans un autre contexte. Oui. Tu portes différents chapeaux, super maman, tout ça là, mais c'est pas dans ce contexte-là que je t'ai connue. Donc, à quel moment que tu as développé ce projet, ce produit-là pour les organismes et puis les entrepreneurs? Déjà, il faut comprendre que initialement, j'ai étudié et travaillé dans ce domaine. Mais au-delà de cela, je suis moi-même aussi entrepreneur. Et pour avoir côtoyé des entrepreneurs, j'ai constaté en fait des failles, mais aussi de mes expériences de travail, j'ai eu aussi à travailler avec des organismes. Donc, fait que je sais aussi c'est quoi les réalités et les défis de ces organismes. Donc, c'est tout ça mis ensemble. J'ai décidé en fait d'accompagner autant les entrepreneurs que les organismes sans but lucratif dans leur communication parce que j'ai constaté qu'il y avait vraiment de gros défis. La plupart souvent vont avoir des causes qu'ils ont portées vraiment à cœur, mais sans nécessairement avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir communiquer en fait au sujet de leur cause. L'entrepreneur souvent aussi va arriver avec sa passion, mais sans nécessairement avoir
toutes les notions de communication pour pouvoir propulser en fait son entreprise. Donc, c'est sur tous ces différents points. Je suis tellement d'accord avec toi, là. Ça m'est déjà arrivé. Je te dis ça parce que je communique avec quelqu'un. Je pense que mon message, je l'ai passé, mais la personne l'a entendu autrement. Et puis ça, c'est dans le contexte d'un projet. J'étais comme ouh. Oui. Ça veut dire que j'ai pas bien communiqué. Qu'est-ce que j'avais? Est-ce que tu penses que c'est un manque de mots, un manque de positionnement de mots? C'est quoi qui pousse à avoir cette mauvaise communication? Déjà, souvent, ce qui va faire défaut, c'est la planification. Beaucoup vont aller à tâtons. Ils ne vont même pas planifier même leur année, leur communication. Ils vont comme aller semaine après semaine, mois après mois. Et c'est dangereux, ça. C'est dangereux quand c'est comme ça. Écoute, je vais te garder avec moi. Il nous reste 15 secondes. En ce moment, là, vu qu'on l'a pour toute la saison, apprêtez-vous à avoir accès à son site Internet à partir du mois prochain. Mais pour l'instant, vous pouvez la contacter sur son courriel. Et si vous avez envie de savoir c'est quoi son courriel, on s'en reparle après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Le lundi 24 octobre, c'est jour d'élection municipale en Ontario. Et ici, chez nous, à Ottawa, on peut parler d'un vote historique. Nous aurons à choisir une nouvelle personne à la mairie d'Ottawa et en plus à élire une douzaine de nouveaux conseillers et conseillères dans les 24 quartiers. C'est un rendez-vous pour tout suivre avec mes analystes, l'ex-ministre Madeleine Meilleur et le conseiller sortant Mathieu Fleury. Les résultats locaux, lundi 24 octobre, 19h30, sur TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Je mélange du brun avec du rouge. C'est toutes des couleurs chaudes dans le bois. Alors, je prends de l'alizarin. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'importance des relations publiques et des communications et pour un organisme et pour une personne qui est entrepreneur. Et j'en parle avec notre chroniqueuse Marie-Chantal Baguilla qui est une experte et qui sera avec nous tout au long de cette saison. On était en train de parler avant la pause de comment c'était important de planifier. Tu t'es rendu compte que beaucoup d'organismes ou entrepreneurs ne planifiaient pas du tout, ils allaient à tâtons. Oui, tout à fait. Plusieurs vont à tâtons et même encore là, j'aimerais parler d'un point très important, l'évaluation. C'est quoi l'évaluation? Beaucoup, en fait, ne vont pas évaluer leurs actions de communication. Et j'en parle pourquoi? Parce qu'avant de planifier, c'est important de savoir ce qu'on a eu à réaliser. Où est-ce qu'on en est pour pouvoir maintenant planifier. Okay. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à force d'être dans le feu de l'action, on bouge, on ne prend pas un temps d'arrêt pour évaluer ce qu'on a eu à faire. Qu'est-ce que ça a donné avant de pouvoir poursuivre? OK. Alors, l'évaluation, on le fait à quel moment? Pourquoi on est en octobre? On est en octobre. C'est pas la fin de l'année qu'on est censé faire une évaluation? Généralement, les gens vont comme attendre la fin de l'année, mais moi, je recommande de commencer maintenant votre évaluation. Ne serait-ce que 30 minutes à 1 heure par semaine, prenez le temps parce que ça peut être long et fastidieux pour certains. Déjà, même que quand on parle d'évaluation, pour certains, ils ne veulent même pas s'embarquer là-dedans. C'est pourquoi j'en parle aujourd'hui pour que déjà la planification puisse en fait être amorcée en janvier, que vous ayez déjà fait cette étape d'évaluation. Alors, l'évaluation, elle comprend quoi? Est-ce que c'est juste de me mettre avec mon équipe si je suis un organisme et puis se dire, OK, qu'est-ce qui a été nos bons coups, nos mauvais coups? C'est juste ça? En fait, l'évaluation, ça va permettre, c'est vraiment un excellent moyen pour pouvoir évaluer nos bons coups, nos lacunes, les points à améliorer.
OK. Et pour pouvoir faire ça, il faut toujours partir en fait de ses objectifs. Quels ont été nos... Exactement. Okay. Il faut revoir nos objectifs et voir en fonction de ces objectifs-là, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Même si on est en octobre, on est capable de savoir de janvier à aujourd'hui, là, où est-ce qu'on est déjà rendu. Je suis d'accord. Et en fonction de ces informations, voir déjà qu'est-ce qui est possible en fait d'améliorer pour les 3 derniers mois de l'année et puis voir ce qu'on peut rajouter en fait pour l'année prochaine et améliorer en fait nos communications, nos relations publiques, tout ce qu'on a à faire. C'est bien important parce que sans évaluation, on est tout le temps en train de courir, dans tout le temps en train de courir dans le rush. On ne prend pas le temps de pouvoir s'arrêter, ajuster en fait le tir avant de pouvoir continuer. OK, je suis d'accord avec toi. Et puis, si je parle d'un entrepreneur, peut-être les organismes ont des objectifs un peu plus figés pour l'année, mais un entrepreneur, au vu de la demande, souvent, il ne va pas changer son produit ou bien son service, mais il va ajouter des affaires, il va essayer de s'ajuster. Comme tu as dit, ça peut aider aussi à revoir le plan, par exemple, pour 2023. Et là, même, tu touches un très bon point parce que ça m'est déjà arrivé même de parler avec des entrepreneurs qui n'avaient même pas conscience même de tout l'inventaire de tout ce qu'ils avaient comme produits et services. Parce qu'aujourd'hui, ils vendent tel produit, demain, ils vendent tel autre produit. Il a oublié même qu'il y a 2 mois ou 3 mois, ils vendaient tel autre produit. Est-ce que ça fonctionnait ou pas? Où est-ce qu'on est rendu avec ce produit? Donc, en faisant l'évaluation, ça permet même de toucher à l'inventaire de nos produits. Ça permet de toucher à nos dépenses, ça permet de toucher même à nos communications également, puisqu'on parle de communication pour savoir est-ce qu'on a réussi à communiquer comme il faut, correctement. Et même qu'il y a des organismes aussi. Il y en a, par exemple, qui vont avoir même des produits de revenus sans même s'en rendre compte. Quand ils organisent, par exemple, des spectacles. Des levées de fonds aussi, par exemple. Exactement. Des soirées, oui. Ou même que la fondatrice a écrit un livre qui est, qui génère des revenus. Quelquefois, ils n'en ont même pas, en fait, conscience parce que pour eux, c'est la cause, mais ils ne voient pas, en fait, tous ces différents éléments. Donc, en prenant le temps de s'asseoir, ça se fait aussi simplement. Hein. On peut prendre un tableur comme Excel ou Word ou d'autres applications. On essaie de noter en fait tout ce qu'on a comme produit, comme service, nos communications. Et pour le volet communication, ce serait important d'aller revoir en fait tous les outils qu'on a eu à utiliser, que ce soit en ligne et même hors ligne. Parce qu'avec Internet, il y a tellement d'outils aujourd'hui que quelquefois on s'y perd. On oublie même qu'on utilise le courriel parce qu'on est tout le temps sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Mais il faut prendre le temps de s'arrêter et voir tout ce qu'on a utilisé comme outil durant l'année et voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et comment l'améliorer. Est-ce que quand tu parles d'évaluation, on pourrait inclure aussi les sondages envoyés aux différentes personnes qui ont accès à nos services et tout? Tout à fait. On peut même s'arrêter sur ces sondages-là pour voir qu'est-ce que ces personnes ont dit. Parce qu'au travers de qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont nous partager aussi leurs attentes, leurs besoins. Pourquoi ne pas en tenir compte aussi pour améliorer aussi nos services? Ouais. Je suis vraiment très contente de ce que tu as dit. Tu as développé beaucoup de choses. Alors, accompagner plutôt un organisme qui nous écoute en ce moment et qui a envie de travailler avec toi. Dès qu'il arrive, je pense que c'est la première des choses que tu fais, c'est l'évaluation. Ça va durer combien de temps? Cette évaluation-là, dépendamment en fait, parce qu'il y a de petites organisations, ça dépend de la taille. C'est vrai. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas comme dire ça va durer 1 semaine, 2 semaines. Je vais prendre le temps en fait de discuter avec cette organisation, la connaître de fond en comble pour pouvoir en fait voir combien de temps ça peut prendre pour pouvoir procéder à l'évaluation de l'organisation et voir ce qu'il y a possibilité d'améliorer et pouvoir maintenant l'aider dans sa planification pour l'année 2023. Et ça va aider beaucoup cet organisme-là à pouvoir partir du bon pied en communication, surtout en 2023. Je ne sais pas quel est le sujet de la prochaine chronique. Tu ne me l'as pas encore dit. C'est une surprise. C'est une surprise, mais j'aimerais faire une suggestion. Vu qu'on parle de relations publiques et tu nous as vraiment incité à vraiment faire notre évaluation là en octobre, là, je sais qu'à partir de la nouvelle année, il y a beaucoup d'organismes et d'entrepreneurs qui changent souvent la marque de leur entreprise. Donc, on va parler peut-être du logo, on va parler peut-être même de la vision qui a changé
pas de mission, de vision, mais en tout cas, ça a changé en fait la directive qu'ils avaient au départ. Donc, est-ce que tu penses qu'on pourrait en parler pour nous préparer un peu plus? C'est une suggestion. C'est une suggestion, on va voir. On a encore le mois de On va novembre et voir. de décembre avant de terminer. Alors, puisqu'on a mentionné que le site web sera prêt pour la prochaine chronique, en ce moment, où est-ce qu'on peut te contacter? Déjà par courriel, ça va être mashab.consulting@gmail.com. OK, c'est tout simplement. On Tout t'envoie un petit simplement. courriel. Ou bien sur simplement. Facebook, il me semble que Oui, t'es sur Facebook également, Mashab Consulting ou aussi Instagram. Mashab Consulting. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Ça fait On se plaisir. parle le mois prochain avec ma suggestion peut-être. Alors, vous autres à la maison, oui, le site web sera disponible à partir du mois prochain, mais dès maintenant, vous pouvez envoyer un petit courriel à notre chroniqueuse Marie-Chantal Baguilla pour vous appuyer dans vos relations publiques et communication. Elle a mentionné son courriel www, mais mashab.consulting@gmail.com. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'une exposition qui va réveiller des souvenirs. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de Télévision. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'apprête à réveiller des souvenirs d'enfance, des souvenirs qui ont rapport avec votre enfance télévisuelle. Et pour en parler, Olivier Côté, qui est conservateur des médias et communications au Musée de l'Histoire, au Musée canadien de l'Histoire. Et Olivier, l'exposition dont on parle aujourd'hui s'intitule « De Pépino à la pâte patrouille ». Qu'est-ce que c'est comme exposition? En fait, on couvre 70 ans d'histoire d'émissions pour enfants. Et puis, dans cette perspective-là, l'objectif vraiment, c'était de parler à toutes les générations, mais aussi aux francophones, aux autochtones, aux anglophones également, de couvrir cette belle histoire télévisuelle dont on célèbre les 70 ans d'existence. J'ai vu dans le communiqué que j'ai pu lire là que la première production télévisée pour enfants au Canada a commencé en 1952. C'était bon à savoir ça pour moi. Tout à fait. On a Pépino et Capucine, puis on a également le personnage de Uncle Chichimus et Hollyhock qui se retrouvent dans une émission à la CBC également. Donc, c'est vraiment une émission avec des marionnettes et c'est vraiment, il faut le savoir, la télé commence peut-être après la Seconde Guerre mondiale au Canada avec des diffuseurs américains, puis ensuite, on se retrouve avec CBC, Radio-Canada, CBC, qui diffuse pour la première fois en septembre 1952. En septembre 1952. Ça a dû vous demander beaucoup de travail pour réunir toutes ces informations-là. Parce que 70 ans, c'est pas 7 ans. Exactement. Il y avait des milliers d'émissions qui pouvaient être incluses dans l'exposition. Et donc, il a fallu faire une recension de ces émissions. Puis ensuite, il a fallu que j'évalue aussi,
c'était quoi la popularité relative de chacune, c'était quoi leur impact, c'était quoi en fait leur force à chacune. Puis finalement, on en est arrivé à peu près à une centaine d'émissions qui sont incluses dans l'exposition. Et puis quand on parle de l'impact, là, je pense que c'est quelque chose, c'était un volet sur lequel vous avez vraiment voulu mettre un accent là-dessus parce qu'on ne veut pas juste montrer notre enfance télévisuelle pour la montrer, il y a un message en arrière. Exactement. En fait, c'est qu'on a amené certaines thématiques. D'abord, quand on rentre dans l'exposition, on se retrouve dans une zone vraiment intéressante où on recrée les lieux où on visionnait les émissions pour enfants, le salon, la cuisine. Et on s'intéresse aux apprentissages que transmettent ces émissions, notamment à la gestion des émotions, à la préparation à l'école. Et même, fait qu'on oublie parfois, c'est que les émissions pour enfants nous montrent des modèles de parentalité, comment on peut être parent. Et donc, on voulait amener une sorte de plus-value. Puis ensuite, on se retrouve dans une zone avec les émissions incontournables de l'histoire. Je pense à, justement, Bobino, à Mr. Dress-Up, Polka Dot Door, Friendly Giant. Et plus récemment, on a voulu vraiment inclure les émissions récentes comme La Paw Patrol et Dino Dada. Ça, c'est le gaga de tous les cocos, là. Paw Patrol, là, c'est comme... Ben c'est ça, c'est qu'on voulait en quelque sorte que les gens se retrouvent en famille. Moi, j'ai 2 enfants, en fait, un fils de 4 ans, une fille de 2 ans, puis je voulais créer une exposition qui plairait aux anciennes générations, aux baby boomers, génération X et les autres générations, mais aussi aux enfants actuels. Donc, on s'est assuré vraiment d'inclure des émissions que tout le monde connaît, toutes les générations sont incluses. Et puis également, on souhaitait aborder l'aspect imaginatif de ces émissions-là. On a un carrousel qui est immersif. On a aussi un volet sur les arts de la marionnette avec toutes les marionnettes marquantes de l'histoire. Puis on finit l'exposition avec une sorte de perspective historique, de perspective critique sur les émissions. Notamment, on s'intéresse à la représentation des familles dans les émissions. On s'intéresse aux émissions autochtones. On s'intéresse, j'oserais dire, même à la représentation du genre dans les émissions. J'aime bien ça, le volet autochtone et autres, parce que le système aussi des genres, les émissions sur les genres, parce que c'est inclusif, c'est pas juste... Parce que tout évolue avec le temps, là, mais de revoir notre histoire et puis de voir qu'il y a des choses qui existaient auparavant et qui étaient représentées, je pense que c'est important, pour les jeunes surtout. Ben tout à fait. Puis on voulait que les gens retrouvent un côté nostalgique à l'exposition, retrouvent leur enfance en quelque sorte. Souvent, chaque personne se présente dans l'exposition et a comme une sorte de retour à l'enfance en voyant ces personnages qui ont bercé leur enfance, mais aussi découvre des émissions un peu méconnues, des émissions autochtones qui sont diffusées à partir des années 1980. Je pense à l'émission Inuit Takuginai qui est diffusée depuis 1987, qui est encore diffusée, et des choses qu'on connaît pas du tout, que par exemple qu'on connaît pas dans les émissions récentes, mais aussi Puis ce que j'aime à dire aussi, c'est qu'on a aussi amené un volet plus local à l'exposition, notamment en incluant Marie-Soleil avec son personnage Fergus. On a amené toutes les émissions d'une marionnettiste inconnue dans la région, Noreen Young. Bobino, on ne sait pas, mais il vient de justement habiter dans son enfance sur la rue Notre-Dame, juste à côté du musée de l'Histoire. Donc, on voulait vraiment amener un volet local, mais un volet autochtone aussi, que les gens découvrent des émissions qu'ils ne connaissent pas. Oui, définitivement. Il y a quelque chose que j'ai envie de poser comme question. Je ne sais pas si je vais avoir la réponse, mais je m'essaie. Olivier, pendant que tu travaillais sur toute cette exposition, tu as parlé du volet nostalgique. Quelle a été, je veux dire, ton émission, toi, qui a fait remonter la nostalgie en toi? Moi, il y en a plusieurs. Il y a Passe-Partout, notamment. Moi, je suis un enfant de la génération Passe-Partout. Je suis né en 1980, puis j'étais un fan, vraiment un grand fan de l'émission. Puis on a les costumes de Passe-Partout, justement. Il y a aussi, si je me réfère à ma préadolescence et à mon adolescence, il y a l'émission Watatatao, qui a été un gros succès dans les années 90. Puis on est chanceux parce qu'on a réussi à avoir les vêtements du personnage de Michel Couillard, qui est vraiment au centre de l'émission. Fait que c'est un peu pour moi les émissions marquantes.
Il y avait également des émissions comme Bobino. Moi, je regardais ça avec vraiment intérêt quand j'étais tout jeune. Puis, une émission qui était... Moi, je viens de la ville de Québec, donc une émission comme Félix et Ciboulette me parlait beaucoup parce que ça a été créé dans ma ville d'origine. Puis, Félix et Ciboulette se veut un peu l'émission qui a succédé à Bobino, qui a été diffusée pendant presque 30 ans. Là. Wow. En tout cas, je vais te garder avec moi, Olivier. On va prendre une pause et juste après, on va parler de toutes les activités qui entourent cette exposition-là. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de l'exposition de Pépino à la Patte Patrouille, une exposition qui va réveiller des souvenirs chez les plus, on va dire chez les adultes, hein, mais il y a aussi il y a tous les goûts chez les jeunes et les jeunes de cœur. En tout cas, vous serez servis. J'en parle avec Olivier Côté du Musée canadien de l'histoire. Et puis avant la pause, il nous donnait les scoops de ses préférés, de quelques-uns de ses préférés de l'exposition. Et puis là, on a envie de parler, moi, j'ai envie qu'on revienne un peu sur les thématiques parce que comme je l'ai dit avant la pause, c'est que vous avez fait cette exposition-là pas seulement dans le but de réveiller des souvenirs, mais aussi d'éduquer quelque part. Bien, on voulait qu'il y ait une plus-value, c'est-à-dire qu'au-delà de la nostalgie, on souhaitait que les gens découvrent des côtés un peu insoupçonnés un peu autour de ces émissions-là. Je pense notamment au thème de la parentalité. Souvent, on oublie, mais on ne se rend pas compte de ça, mais les émissions nous présentent des modèles de relations parents-enfants. Et ça évolue avec le temps. T'sais, au début, on était plutôt dans une perspective où, bon, une approche plus autoritaire, où l'enfant devait être davantage soumis aux décisions du parent. Puis graduellement, on a amené une approche, j'oserais dire, plus démocratique. Et ça se reflète dans les émissions. Il y a aussi la gestion des émotions aussi qui a évolué dans le temps. Je dirais, par exemple, au début, j'oserais dire, il n'y avait pas cette thématique-là n'était pas du tout abordée, mais à partir des années 70, avec des émissions comme Polka Dot Door, Passe-Partout, puis plus récemment avec The Adventures of Napkin Man ou Archer. Et là, tout à coup, on essaie d'outiller l'enfant à trouver des manières à gérer ses émotions, à faire face à des émotions plus négatives, et de prendre son courage à deux mains pour affronter les événements de la vie. Il y a aussi un volet que je trouve intéressant, c'est toute cette idée que les émissions pour enfants présentent l'importance du travail d'équipe, de l'amitié, de l'entraide, de la coopération. Ce sont des thématiques qu'on retrouve dans de nombreuses émissions, notamment avec l'émission hyper populaire chez les plus jeunes, Patte Patrouille, Paw Patrol. Donc, c'est des
des volets, en fait, des thématiques qui nous ont permis de toucher aux 70 ans d'histoire et à une variété d'émotions, ce qui fait que tout le monde y trouve son compte. Puis il y a une sorte de découverte qui se fait à travers l'exposition. On s'est aussi intéressé à l'évolution de l'expérience télévisuelle, c'est-à-dire comment on regardait les émissions dans les années 50. Où, souvent, il y avait un poste, où si on était chanceux, on avait accès peut-être à des stations américaines. Dans les années 60, avec l'émergence de la télé éducative, TV Ontario, par exemple, ou Radio-Québec. Puis ensuite, dans les années 80, avec les chaînes spécialisées pour enfants, qui font en sorte que les gens, maintenant, ils n'ont plus à attendre à des heures précises pour visionner les émissions, mais ils se retrouvent, ils peuvent le regarder à toute heure du jour. Puis aussi, le volet, j'oserais dire, écologique, parfois on sous-estime, mais dès les années 70, les émissions pour enfants expliquent aux enfants l'importance, notamment quand ils font du bricolage, d'aller chercher j'oserais dire des bouteilles vides ou des choses qui sont à portée de la main, qui coûtent pas très cher, qui font en sorte qu'au lieu de se retrouver à la poubelle, ben ça sert à faire des bricolages. Donc, ce sont des aspects qu'on sous-estime souvent, la part de ces émissions. Je suis d'accord, ouais. J'oserais dire à l'évolution des mentalités, à l'inculcation d'une conscience écologique, à la gestion des émotions, puis j'oserais dire même au niveau de la diversité culturelle, on présente justement, on voit que ça évolue dans le temps. Au début, c'est très, très blanc, puis ensuite, on intègre les minorités à l'écran, on les met plus, ils sont plus à l'arrière-plan ou absents, on essaie de les intégrer de toutes les manières. Et donc, les émissions pour enfants, en quelque sorte, suivent l'évolution des mentalités, parfois aussi les précèdent. Oui, je suis très d'accord avec ça. Et puis, il y a un volet où est-ce qu'on parle des valeurs. Tu en as parlé un peu. Je vais revenir un peu à Paw Patrol parce que mes neveux, c'est leur meilleur ami, là. Et souvent, quand on regarde le dessin animé, même nous, les adultes, là, il y a des leçons qu'on doit apprendre dedans. Il y a des leçons qu'on apprend et puis ça développe un peu une sorte de leadership. Parce que pour un enfant de 3-4 ans qui regarde Paw Patrol, qui gère toute une armée autour de lui, là, dans sa tête, il se dit, OK, moi, je suis capable, là, parce que je pense direct à mon neveu qui est devant la télé. Oui, tu peux le faire, comme si on pouvait l'entendre, mais comme, oui, ça développe des valeurs et puis nous, on prend ça pour acquis, mais ça travaille sur le mental de l'enfant. Ben tout à fait, puis c'est ça qui est fascinant, tu sais, Paw Patrol, la patrouille, on pourrait dire que sur le plan du scénario, c'est toujours un peu même structure la même affaire, narrative. Oui, c'est vrai. Sauf qu'il y a quand même des valeurs, comme tu le mentionnais, tu sais, cette idée justement d'entraide, cette idée aussi de dire à l'enfant, ne te décourage pas malgré l'adversité, fais face à tes peurs, sois courageux, ose. Donc, c'est des valeurs qu'on retrouve quand même dans beaucoup d'émissions pour enfants et notamment dans cette émission. Puis ça fait du renforcement positif. Ça fait que les enfants sont mieux outillés à faire face aux difficultés de la vie, en quelque sorte. Mais au-delà j'oserais dire, ça les accompagne. Mais évidemment, il y a les parents, il y a le système scolaire, il y a les émissions pour enfants. Tous ces éléments-là font en sorte que les enfants, peut-être, j'oserais dire, d'aujourd'hui, n'ont pas nécessairement les mêmes outils ou les mêmes valeurs qu'autrefois. Définitivement. Il y a plus de 80, il me semble, artefacts que les gens pourront aussi découvrir. Là, on a parlé de certains costumes et tout ça qui seront exposés. Donc, c'est un plus aussi à l'exposition. Oui, tout à fait. On voulait mettre l'accent sur le côté audiovisuel de la chose, mais on voulait aussi que les gens retrouvent les personnages de leur enfance en vrai, avec les vrais costumes, les vraies marionnettes. Je peux en nommer en vrac, peut-être. On a, par exemple, des personnages du Friendly Giant qui sont présents dans Mr. Dress-Up. Pour Mr. Dress-Up, on a l'arbre et la cabane de Mr. Dress-Up avec les personnages des années 90, Truffle et Chester. On a les costumes de Passepartout. On a tous les personnages de l'émission Under the Umbrella 3, sous l'arbre parasol, notamment Jacob. On a Fergus, comme je le mentionnais, de l'émission Marie-Soleil. On a Sam de l'émission Today Special. On a même un personnage de Fraggle Rock qui était très populaire dans les années 80, Moki. On a l'éléphant de Sharon Lois and Bram. On a Calinel des Oraliens.
On a Dino Dena de l'émission Dino Dena. On a même des petites maquettes de Patrouille. Beaucoup de choses, en tout cas. Extrêmement varié. Chacun va y trouver son compte. Je pourrais les nommer toutes. C'est ça. En fait, il faut vraiment venir les voir parce que c'est rare qu'elles sortent du placard ou des collections. Là. Et puis, on a cette exposition-là, heureusement, jusqu'au 1er septembre 2023, mais vous avez la primeur, vous pouvez déjà vous y rendre et puis aller sur le site web pour prendre vos billets. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir fait rêver déjà, parce que quand tu parlais des affaires à toi, mais j'étais comme, OK, il est vraiment dedans. Et puis, on va inviter les familles à venir vous visiter. Je te souhaite une bonne journée. Merci encore. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à cette belle exposition de Pépino à la Patte Patrouille, c'est au Musée canadien de l'histoire, www.museedelhistoire.ca. C'est le site web à visiter. C'est là que vous pourriez prendre vos billets qui se prennent en ligne. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler des activités dans les écoles du CEPO. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant des activités offertes dans les écoles du CEPO. Et pour en parler, on a avec nous Éric Barrette, qui est gestionnaire culturel de l'animation culturelle au CEPO. Et puis Éric, on a déjà parlé, toi et moi, de ce volet-là culturel dans un autre contexte d'entrevue, mais cette fois, on parle de ton travail au CEPO. C'est sur ça qu'on va mettre l'accent. En tant que gestionnaire de l'animation culturelle, déjà ton titre, gestionnaire de l'animation culturelle, ça veut dire quoi? Tu fais quoi? En gros, gestionnaire de l'animation culturelle, ça signifie qu'on travaille avec les 13 animateurs culturels qui sont dans chacune de nos écoles secondaires. Donc, au CPO, on a 14 écoles secondaires, on a un animateur culturel qui partage 2 écoles secondaires, mais on a 13 animateurs culturels qui œuvrent au quotidien au secondaire, mais également dans les écoles élémentaires. Donc, on chapeaute tout ce qui est activités culturelles, que ce soit des activités, des grands quiz à grand déploiement, des discussions en direct pour des thématiques particulières, des camps leadership, le gouvernement des élèves, le Sénat, donc la voix de l'élève, tout ce qui est culturel, en gros, pour le CPO est chapeauté en grande partie par l'équipe d'animation culturelle. Et c'est un volet qui est super important, il me semble, pour vous au CPO, le volet culturel, parce que je pense que, tu l'as mentionné, le terme, ça développe le leadership chez le jeune. Exactement. Donc, nous, on travaille tout le volet leadership et également le volet contenu identitaire. Donc, notre objectif, c'est de faire vivre des activités en français aux élèves du CPO, des activités diverses. On pense ici à l'impro, on pense à des spectacles de musique, on pense à de la danse, on pense à des ateliers d'instruments musicaux, on pense justement à des quiz qui nous permettent de découvrir des artistes issus de la francophonie ontarienne, canadienne et internationale. Donc, c'est souvent sous forme d'activités qu'on fait découvrir
découvrir, si on veut, où on allume cette flamme francophone-là pour nos élèves. Et puis c'est bon parce que si on va dans le volet artistique, ça permet aux jeunes de pouvoir entrer dans un environnement auquel ils n'auraient pas eu accès s'ils étaient juste en salle de classe. Et puis ça peut donner la piqûre, par exemple, de faire du théâtre. Exactement. Donc, des fois, c'est difficile dans l'espace communautaire d'avoir des activités en français, surtout d'un point de vue artistique. Donc, c'est sûr que l'école est un excellent endroit pour développer toutes ces flammes-là, le côté artistique, puis trouver des façons de le faire. Il y a également des activités provinciaux qui rassemblent des gens de partout en province, par exemple, pour pratiquer du théâtre, pratiquer de la musique, de l'improvisation, de la danse, entre autres. Donc, c'est des choses qui sont certainement utiles et très importantes si on veut développer des jeunes impliqués dans la communauté francophone pour les années à venir. Est-ce que tu as parlé de 13 animateurs dans vos différentes écoles secondaires et autres? Est-ce que les activités qui sont présentées ou bien offertes aux élèves dans les différentes écoles là sont les mêmes un peu partout ou bien chaque école a sa programmation spécifique à elle? Donc, le CPO propose des activités systémiques, si on veut, donc des activités qui touchent l'ensemble des écoles en simultané. On pense justement, il y a 2 semaines, on était à un camp leadership avec plus d'une centaine d'élèves du côté de Ardell. Donc, on a pu travailler avec les élèves des gouvernements des élèves. C'est une programmation où toutes les écoles se rassemblent à un lieu pour passer 48 heures pour faire des activités de leadership, faire la planification annuelle des activités qui auront lieu dans l'école. Donc, oui, il y a un volet systémique, mais également les animateurs culturels répondent aux besoins spécifiques de leurs écoles en organisant des trucs qui sont vraiment plus locales, si on veut, dans leurs écoles. On pense à des activités pour le 25 septembre, par exemple, des activités pour souligner l'histoire des Noirs, des activités pour souligner le mois de la francophonie. Donc, on ratisse quand même assez large avec ces activités-là, puis ça nous permet du même coup d'avoir une programmation qui est variée d'une école à l'autre, mais qui répond vraiment aux besoins spécifiques de l'école. Tu as mentionné tantôt le gouvernement des élèves. C'est quoi ce gouvernement? Je ne sais pas si tu peux nous en dire davantage. Je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe au CPO. Donc, chaque école secondaire a un gouvernement des élèves. Donc, à la fin de chaque année ou au début de chaque année scolaire, on nomme le conseil, le gouvernement des élèves ou le conseil des élèves, dépendamment de la structure de l'école. C'est des élèves qui représentent la voix de l'ensemble des élèves de l'école. C'est sous forme de gouvernement, si on veut, conventionnel avec un président, un vice-président, un secrétaire, des représentants par niveau. Puis eux sont responsables, de recueillir la voix ou l'opinion des élèves pour pouvoir les mettre à un autre. On a du mal à t'entendre en ce moment, Eric. On va aller à la pause, le temps de régler ça, et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais, et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais, et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les activités culturelles dans les écoles du CEPO avec moi, Éric Barrette, qui est gestionnaire de l'animation culturelle dans les écoles du CEPO. Et avant la pause, tu nous expliquais comment le gouvernement des élèves fonctionnait dans votre conseil. Oui, c'est bien ça. Donc, peut-être un résumé rapide puisqu'on a quelques pépins techniques. Donc, dans l'ensemble de nos écoles secondaires, on a des élèves qui sont élus pour représenter la voix des élèves sous forme du gouvernement, donc avec un président, un vice-président, un secrétaire, représentant par niveau, et ainsi de suite. Donc, c'est l'occasion pour eux de recueillir les besoins de leurs compatriotes élèves dans l'école, mais également de faire des activités qui répondent spécifiquement à ces besoins-là. Donc, eux vont être responsables de souligner des activités comme le 25 septembre, le mois de francophonie, c'est le 11 novembre, le mois de l'histoire des morts, célébrer la fin de l'année, célébrer la rentrée. Donc, c'est un peu cette entité-là qui représente les élèves. Donc, eux peuvent militer aussi pour faire avancer certains trucs dans l'école auprès de la direction. Puis, l'ensemble de nos écoles secondaires a cette structure-là. Et puis là, maintenant, vu qu'ils ont ce volet leadership là qui est très poussé, parce qu'en plus de eux aussi donner leur voix pour tout ce que vous faites dans le conseil, vous donnent aussi leur voix pour les différentes animations culturelles qui se passent. J'ai envie de te poser la question, maintenant que tu es à la présidence de l'ACFO et que toi, je pense que le volet jeunesse, c'est quelque chose qui vient te chercher fort là, qu'est-ce que tu compte mettre en place, peu importe que ce soit à l'ACFO ou même au sein du CEPO, pour pouvoir vraiment impliquer les jeunes, surtout dans le domaine artistique? Bien, je pense que ce qui est important pour un organisme comme l'ACFO, c'est d'aller chercher des nouveaux participants aux activités. Donc, c'est sûr que le contact privilégié que j'ai avec la jeunesse franco-ontarienne dans le cadre de mes fonctions CPO pourra sans aucun doute bénéficier d'un organisme comme l'ACFO en organisant des activités qui répondent davantage à leurs besoins. Genre, tout juste récemment, on faisait un concours de TikTok, si on veut, donc les meilleurs TikTok pour créer des influenceurs de demain. C'est certainement le type d'activité qui répond spécifiquement à la jeunesse. Et l'ACFO s'était associé avec le Réveil pour cette activité-là. Donc, on cherche des façons de rejoindre cette jeunesse-là, qui n'est pas toujours évidente. Mais également aussi, on a des sièges jeunesse au sein de notre conseil d'administration qui nous permet justement de travailler avec des élèves potentiellement de notre du CPO, de d'autres conseils qui veulent s'impliquer au sein de l'organisme. D'ailleurs, je le dis, c'est pas la première fois que je le dis, mais j'ai eu l'occasion de siéger avec une ancienne élève qui faisait partie du gouvernement des élèves, des élèves, au CA de l'ACFO. Elle a été avec nous pendant 2 ans et c'est le fun de savoir qu'on travaille avec des jeunes aujourd'hui, mais ces jeunes-là ont le potentiel de vouloir s'impliquer dans des activités et dans des organismes communautaires une fois qu'ils ont gradué. J'aime bien le fait que tu parles de les intéresser en allant avec leur envie personnelle. Comme par exemple, tu as pris l'exemple de TikTok. TikTok, c'est devenu le média social par excellence pour la jeunesse. Et puis là, ça me fait penser qu'une de mes discussions avec une invitée, elle disait que la jeunesse, c'est pas vraiment la relève. En même temps que c'est la relève, en même temps, ils deviennent des personnes émergentes. Donc vraiment, il faut aller les attirer avec quels sont leurs centres d'intérêt. Oui, c'est bien ça. Donc, aller les chercher, c'est leur centre d'intérêt, mais aussi aller les chercher où ils sont. Je pense que si on veut aller chercher des jeunes sur Facebook, c'est peut-être pas la meilleure façon. Non, parce que la majorité d'entre elles n'utilisent pas Facebook et le voient comme étant un média social pour leurs parents, en quelque sorte. Donc, tu sais, à la limite, c'est sûr que Snapchat, Instagram TikTok, et ça évolue tellement que probablement que si on se reparle, si on a cette conversation-là dans 2 ans, ce sera peut-être plus TikTok, ça pourrait être une autre application qui appuie dessus et qui va chercher les jeunes. Donc, ça évolue extrêmement rapidement. Il y a toujours des nouvelles modes, des nouveaux médias sociaux qui font leur apparition. Donc, nous, notre objectif, évidemment, en tant que responsable de l'animation culturelle, mais également président de l'ACFO, c'est d'aller chercher les plus jeunes aux endroits où ils sont. Donc, c'est sûr que, comme je le disais, Facebook, c'est certainement pas la meilleure façon, ou encore les appeler à la maison non plus, les plus jeunes n'ont plus de téléphone à la maison. Bref, c'est d'aller à leur rencontre où ils se situent. Ça fait tellement rire cette histoire de Facebook là, parce que c'est vrai que de plus en plus là, ça reste là pour les parents, pour les grands-parents et autres. Là, ils sont plus sur TikTok, Snapchat, et puis souvent même là. J'ai ma nièce qui n'appelle pas, elle appelle sur Snapchat. Pourtant, elle a un téléphone.
Exactement. Donc, soit que nous, on est la génération qui étudie beaucoup Facebook, donc on va utiliser Messenger à l'occasion. Mais je sais qu'il y a justement des gens qui vont se parler par Snapchat, qui vont se parler par Instagram. Bref, il y a plusieurs nouvelles façons alternatives de pouvoir se parler. Puis ça m'amène justement aussi à parler du podcast que l'ACFO fait en collaboration avec les jeunes, qui est un podcast qui s'appelle Les Petites Causeries, qui est en quelque sorte un podcast où des jeunes d'âge secondaire rencontrent un aîné pour des thématiques variées, comme par exemple le bonheur, les réchauffements climatiques, les médias sociaux, justement, c'en est une, les complexes au fil du temps. Donc, les premiers épisodes paraîtront au courant des prochaines semaines et mettre en vedette des élèves du CPO, donc des élèves d'Omer Delaurier et des élèves de Maurice Lapointe pour les 2 premiers épisodes. Et eux vont discuter avec un aîné sur des thématiques diverses. Donc, ça risque d'être assez intéressant à voir au courant des prochaines semaines. Le premier épisode, la date exacte de parution, c'est pas 100% certain, mais je vous dirais, avant la fin du mois d'octobre, on va pouvoir découvrir ce nouveau projet. C'est ça que j'allais aller chercher, là, le scoop, parce que je sais que c'était en préparation. Je voulais avoir la bonne date. Donc, durant ce mois d'octobre, on va avoir accès au premier épisode. Il y aura combien d'épisodes dans cette série de podcasts-là? C'est prévu environ une dizaine d'épisodes, entre 10 et 12 épisodes qui sortiront environ 1 à 2 épisodes par mois, le temps de les enregistrer, le temps de trouver les aînés, de trouver les jeunes pour le faire. Mais on vise une douzaine d'épisodes. C'est un projet qui est rendu possible grâce au financement de Vice Versa, qui est un fonds qui est dédié justement pour faire le pont entre les écoles, entre le volet communautaire des écoles et la communauté, si on veut, et un autre qui est le Fonds d'action communautaire. Donc, ça vise vraiment des ponts avec la communauté et des organismes dans la région, donc dont l'ACFO Ottawa. Tu t'es déjà peut-être rendu compte de cela, Éric, là, c'est que tu es devenu un peu comme... Je pense que le travail que tu as et à l'ACFO et au CEPO en ce moment va peser un peu lourd sur tes épaules. Je ne sais pas pourquoi je le dis ça, mais je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, juste parce que je pense qu'il y a plein d'organismes qui se plaignent du fait que les jeunes ne sont pas intéressés à travailler avec eux. Mais je pense que, comme tu l'as dit tantôt, là, c'est l'approche, comment aller les chercher, parce que j'ai vu une capsule sur Instagram de l'ACFO où est-ce qu'on voyait les jeunes qui étaient vraiment très contents de participer au podcast dont tu m'as parlé. Donc, je pense que tu as une lourde charge. Exactement. Donc, c'est un défi pas juste pour l'ACFO, mais c'est un défi pour l'ensemble des organismes. Puis je dirais même que c'est un défi pour nous qui œuvrent au quotidien avec les élèves du CPO, c'est de les accrocher aux activités en français, leur faire réaliser qu'ils peuvent vivre une vie 100% en français en consommant de la culture francophone, en découvrant des podcasts, en découvrant des émissions en français. Donc, le volet culturel est extrêmement important. Donc, on a beaucoup de travail à faire, c'est certain, mais quand je vois que j'ai eu l'occasion de siéger sur un conseil d'administration avec une ancienne élève, le poste de jeunesse qui risque d'être comblé par une élève également qu'on a déjà côtoyé. Donc, c'est rassurant de voir qu'en travaillant de confrères avec eux, on réussit à aller chercher plusieurs jeunes qui veulent s'impliquer dans les activités et dans les initiatives communautaires une fois l'école terminée. Définitivement. Alors, ça serait quoi pour toi la plus grosse et grande satisfaction par rapport à ton travail, cette journée où tu te diras « Oh oui, j'y suis arrivé », ça serait quoi? C'est sûr que c'est un travail de longue haleine, sachant que souvent on va œuvrer avec un élève pendant son cycle scolaire, de la maternelle à la 12e année. On travaille peut-être un peu plus avec les élèves du secondaire. Des fois, le déclic se fait pas pendant les 4 années au secondaire, mais plusieurs années après la graduation. Donc, c'est sûr que nous, ça nous fait toujours chaud au cœur de voir un de nos anciens élèves ou un ancien élève qu'on a cheminé dans nos écoles secondaires qui se retrouve à faire de l'humour, qui vit de son art en français, qui est impliqué dans des organismes communautaires, qui veulent découvrir des référents francophones. Donc, c'est vraiment un travail qui s'échelonne sur plusieurs années. Évidemment, c'est sûr que c'est d'avoir des élèves qui sont intéressés à participer aux activités qu'on organise dans nos écoles, c'est toujours positif, mais de voir aussi qu'est-ce qu'ils peuvent faire une fois l'école terminée, c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Puis ça nous fait toujours chaud au cœur de voir un élève qui œuvre dans la francophonie, qui s'implique tant dans le milieu artistique que dans le milieu communautaire. Oui, je suis très d'accord avec toi. Alors, on va essayer de rappeler un peu, surtout aux parents qui sont en train de nous regarder, comment le CEPO travaille fort pour pouvoir garder une culture
un volet culturel dans les écoles. Alors, on a parlé de quel genre d'activités que vous faites. Vous faites des activités qui ont rapport avec le leadership. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les arts? On offre aussi des ateliers. L'équipe d'animation culturelle a un genre de guide, une offre d'ateliers, une vingtaine, environ 27 ateliers pour être très précis, qui touchent les arts, qui touchent l'improvisation, qui va toucher tant les arts visuels, la musique, le chant, que le volet histoire de l'Ontario français. Donc, c'est des activités qui sont radio, podcast, et tout ça. Je pourrais les nommer les 27, ça ne serait peut-être pas nécessaire. Donc, on offre environ 300 ateliers par année. Donc, c'est presque certain qu'un élève du CPO à l'élémentaire ou au secondaire va côtoyer un animateur culturel dans le cadre d'un atelier au courant de l'année. Sinon, on offre aussi des diffusions en direct, que ce soit des spectacles virtuels, des conférences virtuelles ou les vendredis culturels, qui est une émission qu'on présente une fois par mois. Durant la pandémie, on le présentait à chaque semaine quand les élèves étaient à la maison. Il va nous rester 20 secondes. À l'école en présentiel. On y va avec des activités un vendredi par mois. On présente des référents culturels, des nouvelles d'actualité qui sont intéressantes. On fait des quiz en lien avec la francophonie. Donc, c'est une belle occasion pour nos élèves de découvrir cette francophonie-là. Et sinon, le Sénat des élèves, ça, c'est 2 représentants par école qui, eux, représentent l'ensemble des élèves. Tu sais quoi, je vais te garder avec moi. On va revenir ensemble après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour à tous et à toutes. Cette année, du 25 au 29 octobre, je participerai à la rencontre annuelle virtuelle de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Un événement qui soulignera la pluralité franco-ontarienne, nos diversités, nos accents, nos couleurs, nos racines issues du monde entier. Je suis Claude-Andréa Bonny de l'émission Entre nous, diffusée sur TV Rogers, et j'aurai le plaisir d'animer ce congrès. Alors si toi aussi tu veux montrer avec fierté que tu fais partie de cette grande communauté plurielle, inscris-toi dès maintenant, monassemblée.ca. Cette semaine, on rencontre Angie, la TikTokeuse qui a réussi à ramasser plus de 121 000 abonnés avec des vidéos qui font la parodie des Franco-Ontariens. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je termine ma discussion maintenant avec l'animateur culturel Éric Barrette du CEPO qui nous mentionnait pêle-mêle les différentes activités qu'il offrait aux jeunes élèves. Il va nous rester 1 minute. Oui, donc c'est ça. Bref, tout ça pour dire que les élèves n'ont pas l'occasion de s'ennuyer au CPO. On leur propose plusieurs activités. J'ai pas mentionné la Folie Furieuse, qui est un genre de méga quiz où les élèves ont 12 artistes à étudier durant plusieurs mois. Et ça culmine avec un énorme quiz en direct dans une école où on teste les connaissances sous forme de compétition. Mais sinon, on offre plusieurs activités. J'ai pas non plus mentionné l'improvisation. Tout ça pour dire qu'il y a plusieurs activités. Il y a plusieurs activités. Et puis, on sent la passion de Éric, là, qui est aussi le nouveau président de l'ACFO Ottawa. Écoute, félicitations pour tes 2 chapeaux. Tu as un gros mandat, surtout Merci. Avec la jeunesse. On compte sur toi et puis au plaisir de se reparler une prochaine fois. Merci, bonne fin de journée. Toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour être à l'affût de tout ce qui se passe dans les écoles du CEPO, le site web, c'est le www.cepo.on.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h en live. On va parler avec un entrepreneur qui nous vient du regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale et bien plus encore. À demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Vous regardez TV Rogers.